It's me and you now. Hello, good morning. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Level Up et Ascension Sociale. Pour les nouvelles et les nouveaux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Casey et non Cassie. Je suis franco-américaine et je suis également une coach professionnelle certifiée en psychologie et en relations amoureuses. Sur ma chaîne, je décide d'aborder les problématiques sous le prisme de l'ascension sociale et également de l'hypergamie. J'étudie et j'analyse en profondeur les couples formés par vos stars afin de vous donner tout simplement les meilleurs conseils pour que vous puissiez être dans des couples épanouis et également, si possible, être en hypergamie. Mon mail est affiché, n'hésitez pas à me contacter, soit pour que je puisse aborder sur ma chaîne une problématique en particulier, ou si tout simplement vous avez besoin d'un conseil dans le domaine amoureux. Petite parenthèse avant de continuer sur la vidéo du jour, la masterclass protection juridique et financière est déjà disponible. Pour y avoir accès, vous pouvez soit m'envoyer directement un mail ou alors prendre votre badge. Il faut le badge de niveau masterclass pour y avoir accès. Pour plus d'informations, rendez-vous dans l'onglet communauté. Le sujet du jour. Aujourd'hui, nous allons revenir sur l'affaire Cassie et Didi. Et nous allons nous poser la question suivante. Est-ce que Cassie est réellement une victime ou alors c'est la reine de la manipulation, c'est la reine de la négociation, voire même la reine de l'escroquerie? Nous allons décortiquer toute cette affaire et je vais vous proposer du coup mon analyse qui bien évidemment n'engage que moi. Petit disclaimer, si c'est la première fois que vous tombez sur ma chaîne ou si vous n'avez pas visionné ma précédente vidéo sur Didi et Cassie, veuillez mettre pause sur celle-ci et aller visionner la précédente vidéo. Je mettrai le lien soit en barre d'infos, soit directement dans les commentaires. C'est important de respecter cet ordre, sinon vous n'allez rien comprendre à ce que je vais dire dans cette vidéo. Il faut vraiment avoir déjà visionné ma première analyse pour comprendre mon raisonnement et comprendre la raison pour laquelle je vais dire certains éléments dans cette vidéo. Donc, allez mettre pause et allez visionner ma précédente analyse tout simplement. Maintenant, si vous l'avez déjà regardé, vous pouvez continuer la vidéo. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à la chaîne, c'est très très important pour les stats. Likez la vidéo, commentez également à la partager. C'est bien pour l'algorithme de YouTube. S'il n'y a pas assez de commentaires, s'il n'y a pas assez de likes, je mets la vidéo directement chez les badgets. Quels sont les faits? Pour comprendre cela, je vais rapidement redire des choses que j'ai dites dans ma précédente vidéo. Cassie a été découverte par Ryan Leslie. Cassie est une très belle jeune femme. Cependant, elle n'a pas spécialement de talent dans l'univers musical, dans le sens où ce n'est pas une chanteuse à voix, ce n'est pas Mariah Carey, ce n'est pas Whitney Houston, ce n'est pas Beyoncé. Elle ne sait pas non plus danser, ce n'est pas Ciara, et elle ne sait pas non plus faire le show. Elle n'a pas une personnalité hors norme, ce n'est pas Rihanna. C'est juste une fille qui a un très joli physique, un très joli minois, mais qui est un peu fade au niveau de la personnalité et qui n'a pas spécialement une voix qui porte. Alors, elle a été découverte par Ryan Leslie, et donc Ryan Leslie est un producteur. Et c'est quelqu'un qui connaît parfaitement Cassie, et c'est quelqu'un qui va savoir également lui proposer un style de musique bien particulier, un rythme en fait qui va être cohérent, qui va être harmonieux avec sa voix. Parce que Cassie, en fait, elle ne chante pas, comme j'ai dit dans ma précédente vidéo, elle chuchote. C'est un peu une sorte de Carla Bruni. Voilà, elle chante comme ça. It's me and you. Voilà, ça, c'est Cassie. Donc, il lui fallait en fait un beat qui soit assez souple, assez léger pour vraiment pouvoir l'accompagner. Et Ryan Leslie, il comprend parfaitement son devoir, il comprend parfaitement son rôle et il va lui proposer justement ce style musical. C'est donc comme ça que Cassie va faire ses premiers pas dans l'univers musical, backupé par Ryan Leslie. Ensuite, plus tard, ils vont sortir ensemble. Le problème, c'est qu'à un moment donné, ils vont être repérés par la maison de production de Didi, Sean Combs, qui s'appelle du coup Bad Boys Record. Et le problème, c'est que plus tard, Cassie va tromper Ryan Leslie avec Didi. Et donc la séparation entre eux va être complètement brutale et ils vont arrêter toute collaboration ensemble. Le problème, c'est qu'aucun autre producteur ne sait poser, on va dire, le beat, poser son instrument de manière à ce que ce soit harmonieux avec la voix de Cassie. Du coup, depuis sa rupture avec Ryan Leslie, eh bien, elle va d'échec en échec. Et ça, malgré justement l'appui de Didi.
Didi, contrairement à ce que beaucoup de personnes peuvent penser, a toujours soutenu Cassie malgré son manque de talent. Si vous connaissez bien qui est réellement Didi, vous savez que c'est un homme d'affaires qui est calculateur, qui est froid, qui est direct. Il me fait un peu penser à Jay-Z. C'est la raison pour laquelle ces deux-là s'entendent parfaitement bien, parce qu'ils ont exactement la même vision. Business is business. Quand tu es bon, tu es bon. Quand tu ne fais pas l'affaire, on te vire à la moindre petite erreur. Sauf que Didi va investir énormément d'argent, des millions de dollars à perdre sur la carrière de Cassie. Parce que tout le monde le sait, cette fille n'a pas de talent sur le plan artistique ou sur le plan musical si vous préférez. Maintenant, euh, cela ne se fait pas, on va dire, sans contrepartie. Et donc, pour bien comprendre la raison pour laquelle ce couple a existé, c'est parce que tout simplement, il y avait un intérêt mutuel. L'intérêt de Cassie, c'est que malgré son manque de talent, elle espérait avoir une sorte de Ryan Leslie 2.0, un producteur qui est fortuné, un producteur qui pèse dans le game, un producteur qui est riche, qui a des relations, qui a un bon réseau, qui pourrait la mettre avec d'autres producteurs justement qui sont eux aussi tout aussi talentueux que Ryan Leslie. Le calcul était bon à la base. Elle voulait faire une sorte de Beyoncé avec un mari producteur, avec un mari qui allait justement pouvoir la prendre sous son aile. Le problème, c'est que Cassie, ce n'est pas Beyoncé. Elle n'a pas le talent qui va avec. Si elle avait eu le talent, le plan aurait été parfait. De son côté, Didi, qu'est-ce qu'il gagne? Didi, il est beau, il est riche, il est connu. C'est un bad boy. Il adore avoir cette réputation. C'est un coureur de jupons. C'est quelqu'un qui aime énormément les femmes. Il a d'ailleurs collectionné les femmes de par son passé. En allant de Kim Porter, qui est véritablement l'amour de sa vie, en passant par J-Lo, qui est Jenny from the Block, et qui est Jennifer Lopez. Et maintenant, il a une petite minette, elle est belle, elle est fraîche, elle est jeune, elle est mignonne, elle passe bien. Et donc, il voit son intérêt au-delà justement des chiffres, au-delà du calcul financier, au-delà on va dire, au-delà des chiffres, tout simplement au-delà de l'argent. Il aime bien Cassie, il aime bien sa présence et elle est mignonne. Donc là, jusque-là, il y a convergence d'intérêts. Il trouve une jeune femme qui est belle, fraîche, mignonne, prête à tout évidemment pour, j'ai envie de dire, lui faire plaisir. Et elle, de son côté, elle trouve un producteur, un homme fortuné. Elle est jeune, à l'époque, elle est fraîche, elle n'a pas spécialement de contraintes. Et elle veut, elle aussi, connaître l'ascension sociale, elle veut connaître la gloire, la lumière à l'époque. Donc jusque-là, on a un couple qui est fonctionnel, dans le sens où ce n'est pas étonnant. Dans l'industrie musicale, il y a beaucoup de couples qui se sont formés justement sur la base d'intérêts mutuels, d'intérêts communs. Beyoncé et Jay-Z, par exemple, à l'époque, bah, c'est exactement ça. Le problème de Cassie et de beaucoup de jeunes filles qui veulent être en situation d'hypergamie, c'est qu'elles n'ont uniquement une vision à court terme, dans le sens où elles vont se contenter des petits sacs de luxe, elles vont se contenter d'une petite voiture, elles vont se contenter d'un petit voyage sympa dans des endroits exotiques, mais elles n'ont pas la vision derrière. Elles n'ont pas justement cette projection sur le long terme. Et ce que j'ai dit toujours sur ma chaîne, c'est que quand vous vous mettez en relation, spécialement avec un homme fortuné, un homme qui, on va dire, a plus de capitaux que vous devez toujours partir du worst case scenario. C'est-à-dire que vous allez toujours devoir envisager le pire des scénarios possibles et ensuite de vous adapter, de vous ajuster par rapport à ce scénario. Petite parenthèse, c'est une notion que j'ai inventée, d'accord? Je vois qu'il y a beaucoup de personnes, on va dire des coachs, entre guillemets, en ligne, qui reprennent ça. Moi, ça ne me dérange pas que vous puissiez reprendre mes concepts, mais créditez-moi, en fait, ok? Hyper important. Et donc, je referme la parenthèse. Le worst case scenario, c'est de dire que dans la situation dans laquelle je suis, le pire scénario qui peut arriver, c'est quoi? Et si ce pire scénario arrive, quelles sont mes options? Quels sont les éléments que je peux faire pour justement me sortir de cette situation? Et Cassie, elle n'a pas du tout eu cette vision sur le long terme. Cassie, on le rappelle, est une jeune femme qui n'est pas issue d'un milieu très favorisé. Son père ne roule pas sur l'or, son père n'est pas millionnaire, elle vient pas d'une famille extraordinaire. Ce n'est pas une Rothschild, ce n'est pas une Rockefeller, ce n'est pas non plus la fille de Bernard Arnault, bien au contraire. Elle vient d'un milieu plutôt modeste, voire presque pauvre. Ses parents sont également immigrés et c'est également une fille qui, à l'époque, n'était pas connue, qui n'avait pas de réseau, qui n'avait pas de visibilité, qui n'avait pas non plus, on va dire, un grand background, un grand historique sur le plan musical. En fait, son avenir dépendait uniquement des hommes. Et je pense qu'elle a dû comprendre que la seule chose dont elle disposait à l'époque, c'était son beauty privilege. Et c'était également son capital jeunesse. Parce que, il faut se dire qu'Assis, c'est une frappe.
elle est mignonne, elle est belle, elle est jeune, elle est fraîche. Et ça, pour une femme, généralement, c'est suffisant si on sait bien jouer ses cartes. Pour un homme, c'est un peu différent parce que la société ne va pas spécialement, on va dire, imposer à un homme d'être beau. La société mettra la pression sur un homme sur le plan financier, mais pour une femme, on vous demande d'être belle, d'être jeune. Donc, si vous n'avez que ça en fait à votre disposition, bah, utilisez en fait ce que vous avez, mais de manière intelligente. Donc, pour revenir sur Cassie, c'est quelqu'un qui n'a pas spécialement, on va dire, un filet de sécurité. C'est pas non plus une personne qui a des garde-fous. C'est-à-dire que dans son entourage, elle n'a pas d'homme puissant, par exemple au sein de sa famille, qui aurait pu la défendre, qui aurait pu la protéger. Parce que le monde musical, c'est un monde de requins. C'est un monde qui est très dark, très sombre. Si vous n'avez pas une personne pour vous protéger, vous risquez justement de tomber dans des dérives qui sont assez particulières. C'est par exemple le cas de Beyoncé. Beyoncé, quand elle est arrivée dans l'industrie musicale, elle avait son père. Matthew Knowles, c'est quelqu'un qui était là pour protéger Beyoncé. Il n'avait pas spécialement d'amour fou pour la musique, mais il était là, en fait, il a signé chez Columbia pour pouvoir défendre les intérêts de sa fille. Dans ce milieu-là, soit vous avez un protecteur, mais du coup de votre côté qui ne vous sera en fait jamais en fait défaillant, par exemple un membre de votre famille, ou alors vous allez essayer de vous créer des alliances mais basé sur un intérêt mutuel. Pas juste sur la beauté, mais sur vraiment quelque chose de solide, sur quelque chose de réel, pas juste un couple. Très important ce que j'ai. Donc, pour revenir sur Cassie, elle est jeune, elle est naïve, elle n'a pas d'argent, elle n'a pas de père protecteur, par exemple, comme celui de Beyoncé, et elle va tout simplement décider de croire en P. Diddy, d'utiliser Diddy pour pouvoir tout simplement arriver à ses fins. Sauf que Diddy est beaucoup plus âgé que lui. Diddy a beaucoup plus d'expérience, à la fois avec les femmes, mais aussi dans l'industrie musicale. C'est quelqu'un qui avait déjà en fait des relations passées un peu tumultueuses, notamment avec Jennifer Lopez. On a vu ce qui s'est passé avec la fusillade, avec également la mère de ses enfants, Kim Porter. Donc, en fait, c'est pas un genou, c'est pas un petit bleu qu'on va pouvoir manipuler grâce à sa beauté. Non, bien au contraire. C'est un homme qui est réfléchi, c'est un homme qui est calculateur, c'est quelqu'un de froid en fait. Et je pense qu'il a peut-être pouvoir dû même subir une sorte de déformation professionnelle par rapport à son métier et que ça l'a rendu très droit, très froid également par rapport euh, à toutes les choses en fait qu'il peut faire dans son quotidien. Donc, on a en fait à l'origine une relation qui est déséquilibrée. Bien que la relation soit basée sur une convergence d'intérêts, l'amour contre l'argent, en réalité c'est de ça dont il s'agit ici, mais il n'y a pas de contre-pouvoir. On a d'une part pardon, une femme qui n'a pas de protecteur, qui n'a pas d'argent, qui n'a pas de capital, qui n'a rien pour elle, et de l'autre, un homme qui est âgé, un homme qui est mûr, qui est beaucoup plus mature, qui a beaucoup plus d'expérience, qui a de l'argent, qui a le pouvoir, qui a le réseau, et qui peut finalement avoir un droit de vie ou de mort sur la carrière de Cassie. C'est de ça dont il s'agit. Donc là, on a une situation de déséquilibre de pouvoir, et c'est ce que la plupart des femmes ne comprennent pas quand elles veulent se mettre en situation d'hypergamie. Vous ne pouvez pas vous mettre en relation avec un homme qui a beaucoup plus de pouvoir que vous. C'est une situation qui est très dangereuse parce que le jour où il va décider d'utiliser ce pouvoir contre vous, vous allez vous retrouver comme I am. Donc, être en hypergamie, oui, c'est une stratégie vieille comme le monde, mais pas à n'importe quel prix. Quand vous avez en face de vous un homme qui a beaucoup de pouvoir, la moindre des choses, et la stratégie intelligente à faire, c'est d'avoir des éléments de contre-pouvoir qui vont justement pouvoir essayer d'agir comme des garde-fous au sein de votre couple. Et donc, j'ai réfléchi, je me suis posée et j'ai repéré différentes catégories de pouvoir qu'on peut retrouver au sein d'un couple. Encore une fois, ce sont mes concepts. Je viens de les inventer, je viens de les créer. Ça ne me dérange pas que certaines personnes puissent les reprendre, à condition de me créditer, bien évidemment. Rendez à César ce qui est à César. Donc, le pouvoir qui est le plus marquant, le plus utilisé, le plus important, il est vu comme le monde, encore une fois, c'est le pouvoir financier. Généralement, on dit que la main qui donne est la main qui domine. Dans le couple, c'est vrai. Un homme qui a beaucoup trop d'argent par rapport à vous, un homme qui a beaucoup de capital financier par rapport à vous, c'est un élément à risque. Il faut pouvoir avoir en votre possession des éléments justement de contre-pouvoir pour pouvoir balancer ça. Ça fait beaucoup de pouvoir, mais bon, on y va. Ensuite, il y a le deuxième pouvoir qui est lié à l'âge. Généralement, le fait d'avoir une personne qui est beaucoup plus mature que vous signifie qu'elle a vécu plus d'expérience, qu'elle a un grand vécu par rapport à vous, qu'elle a plus d'expérience. Et
Ce n'est pas un genou, ce n'est pas un bleu, c'est pas quelqu'un qu'on peut, entre guillemets, manipuler facilement. Une personne qui a plus d'expérience que vous et quelqu'un qui a plus de recul que vous. Et donc, il faut prendre ça également en compte. Parfois, dans certains couples, quand le décalage par rapport à l'âge est trop important, on voit que la personne qui est la plus âgée prendre l'ascendant sur l'autre personne parce qu'elle a plus d'expérience, parce qu'elle a plus de vécu et donc plus de recul. Ensuite, il y a un autre pouvoir que j'ai également repéré, c'est le pouvoir éducatif, lié du coup à l'éducation, lié au diplôme que l'autre personne a. Il y a des hommes, il y a des femmes qui peuvent se sentir menacés. Généralement, ce sont des hommes qui vont se sentir menacés parce qu'en face d'eux, ils ont des femmes éduquées, ils ont des femmes qui sont reconnues dans la société grâce à leur diplôme, grâce à leur travail. Et donc, ça peut créer également un déséquilibre au sein du couple. Ensuite, il y a le pouvoir pardon, religieux ou alors le pouvoir culturel. Généralement, la personne qui a plus de culture ou qui, par exemple, va avoir plus de connaissances dans une religion, la religion pratiquée par le couple, peut être également susceptible de pouvoir justement avoir la main mise, avoir justement l'ascendant par rapport à l'autre. Et ça, c'est très commun pour notamment on va dire, les personnes qui pratiquent une certaine religion dont je tairai pardon, le nom ici. Après, on a le pouvoir émotionnel. On a le pouvoir également physique et on a le pouvoir relationnel. Le pouvoir relationnel est beaucoup plus lié au réseau. Généralement, la personne qui a le plus grand réseau est susceptible de pouvoir imposer certaines de ses contraintes. On retrouvera enfin, du coup, en dernière étape, le pouvoir sexuel. Les dynamiques sexuelles du couple peuvent aussi jouer justement un grand rôle au sein d'un couple. Donc voilà les différents types de pouvoirs que j'ai pu justement répertorier par rapport à l'analyse que j'ai pu effectuer sur différents couples. Pour illustrer mes propos et pour, on va dire, prendre un exemple un peu plus concret qui est proche de tout le monde, je vais tout simplement prendre un exemple d'un policier ou alors d'un gendarme. Quand vous épousez un gendarme ou un policier, vous devez déjà comprendre qu'en cas de violence conjugale, la police ne vous croira pas. Ils vont croire à leurs collègues et pas vous, en fait, sur parole. Ça, c'est par exemple, on va dire, un cas de figure typique avec un déséquilibre de pouvoir. Le pouvoir n'est pas toujours financier, il peut être aussi en termes de réseau, par exemple. Je vais prendre un autre exemple, on va dire les avocats. Je connais un ami qui s'est marié à un avocat, mais cette amie est complètement stratège, elle est très intelligente et c'est très bien qu'un avocat, c'est quelqu'un qui calcule, il sait, il connaît les rouages du système, il sait déjà que s'il veut divorcer, il va commencer à collecter des éléments de preuve en fait lorsque vous êtes ensemble. Donc elle fait extrêmement attention et elle ne laisse rien au hasard. Je vais prendre un autre cas de figure, on va dire les diplomates. Quand vous vous mettez en couple avec un homme qui est diplomate et donc qui dispose d'un passeport diplomatique, sachez que cet homme sera toujours protégé. Donc voilà des illustrations pour vous permettre de comprendre en fait le concept que je viens d'évoquer, le concept de pouvoir au sein du couple. Maintenant, le pouvoir entre Cassie et Didi est assez clair. Il a le pouvoir financier, il a l'argent, il a le réseau, il a l'expérience, la maturité. Elle, de son côté, elle n'a rien déjà d'une part et elle n'a rien non plus pour contrebalancer les pouvoirs de Didi. Du coup, on tombe dans des relations, en fait, des relations abusives. C'est exactement comme ça que se passent les relations abusives. Pour Ayem Nour et Vincent Niclay, c'était pareil. Pour Didi et pour Cassie, c'est exactement la même chose. Et donc, ça ne m'étonnerait pas que Cassie ait réellement été victime, en fait, d'abus de la part de Didi. Pour revenir sur le couple formé par Didi et Cassie, on est dans une relation, dans un rapport presque de créateur à créature ou de créateur à création. Dans le sens où Didi va considérer que Cassie, c'est sa chose, sa propriété privée, c'est son bien en fait. Tout simplement, c'est lui qui l'a fait. C'est grâce à lui qu'elle a une certaine notoriété. C'est grâce à lui qu'elle peut justement travailler plus tard avec des producteurs. C'est grâce à lui qu'elle est connue du grand public. Donc, il se considère comme étant justement en charge de sa vie, ayant un droit de vie ou de mort sur sa personne. Et c'est justement ce genre d'attitude qui crée les abus au sein du couple. Et lorsque vous n'avez pas de garde-fou, eh ben, forcément, on ne peut pas se défendre contre ce genre de personnes. Et lorsque la relation est aussi basée sur, on va dire, des choses vénales comme l'argent, eh bien, Cassie a été tout simplement prise au piège, en fait. Elle pensait pouvoir, entre guillemets, blaguer Didi, dans le sens où elle s'est peut-être dit, voilà, au début, je ne suis pas forcément amoureuse de lui, mais il va m'aider à faire décoller ma carrière, il va investir en moi.
et quand je vais réussir, quand je vais percer, je vais te quitter. Sauf que cette réussite n'a jamais eu lieu, pas parce que Didi n'a pas investi en Cassie, mais parce que Cassie n'a pas de talent, n'a pas non plus de personnalité incroyable. Du coup, elle s'est sentie coincée. C'est ça, en fait, la dynamique de ce couple. Et donc, plus tard, elle va subir beaucoup d'abus. Elle raconte dans sa plainte qu'elle a subi, en fait, du VIOL de la part de Didi, qu'il l'obligeait à avoir des rapports avec d'autres hommes, qu'il l'obligeait également à prendre de la poudre blanche, etc. Vraiment des abus qui font halluciner, qui font froid dans le dos. Et cette version est backupée par l'ex de Cassie, qui est le rappeur Kid Cudi. Donc, si je devais donner mon avis, je dirais que je ne serais pas surprise. euh, je ne suis pas surprise tout simplement des faits qui sont reprochés à Didi. Ça ne m'étonne pas, ça ne me surprend pas. On lui a donné trop de pouvoir et en contrepartie, il n'avait pas de garde-fou. Donc, il s'est senti en fait tout permis, il s'est senti tout puissant. Donc, si je devais donner mon avis, je dirais que cette histoire est vraie. Le problème que j'ai avec Cassie, c'est pas le fait que je doute en fait de ses propos. Je crois effectivement qu'elle a subi beaucoup d'abus de la part de Didi, comme je l'ai dit, hein, on est dans une relation, euh, dans une dynamique où je te donne de l'argent, en contrepartie, tu fais exactement ce que j'attends de toi. Donc elle a dû subir des abus, c'est sûr, mais je crois qu'ils avaient également une sorte de contrat social, un accord tacite entre les deux. Chacun savait très bien ce qu'il était venu chercher dans cette relation. La preuve en est que cette relation a duré 11 ans. Pas 1 an, pas 2 ans, pas 3 ans, mais 11 ans. Donc, le problème que j'ai avec Cassie, c'est que les vraies victimes qui subissent ce genre de choses, selon moi, veulent se rendre devant la justice pour avoir justement une réparation. Parce qu'elles veulent cette reconnaissance du statut de victime. Elles veulent voir leur bourreau aller en prison. Elles veulent voir leur bourreau justement payer pour tous les crimes qu'ils ont faits. Mais pas payer sur le plan financier, payer sur le plan symbolique, sur le plan judiciaire, sur le plan de la reconnaissance. Elles veulent avoir cette reconnaissance, ce statut de victime. Mais quand on commence à demander de l'argent, et un montant exorbitant, même pas un montant symbolique, un montant exorbitant de 30 millions d'euros ou de dollars, c'est qu'il y a un vrai problème. Moi, ça me fait penser du coup aux accusations dont était victime Michael Jackson à l'époque. Ces accusations n'étaient pas vraies. Elles étaient fondées uniquement sur la cupidité des parents. Mais je crois que la démarche de Cassie est également basée sur la cupidité. Elle veut en réalité faire payer en fait Didi pour ce qu'elle a subi, dans le sens où elle comprend que d'un côté, elle ne roule pas sur l'or actuellement parce elle est mariée pardon, à un homme qui n'a pas d'argent, il faut se le dire, il est coach sportif, d'accord, c'est très bien, mais il n'a pas la posture, il n'a pas l'argent de Didi. Donc elle voit très bien que financièrement son mari n'est pas de taille, elle voit également que parce qu'elle est mariée, parce qu'elle n'a pas non plus fait énormément de disques, d'albums, elle n'a pas d'argent, elle n'a pas de revenus qui rentrent, surtout que ces revenus sont gérés par le label de Didi justement. Donc elle est coincée. Sur le plan financier, ça va pas fort pour Cassie. Et elle se dit, je vais donc capitaliser sur finalement, c'est triste à dire, la seule réussite que j'ai eue ou le seul élément tangible que j'ai eu dans ma vie, à savoir ma relation avec Didi. Je vais lui demander soit de me donner de l'argent, cash, soit je vais publier un livre tout simplement pour raconter ce qui m'a fait subir. Et je crois que c'est vraiment cette dynamique dans laquelle elle s'est inscrite. Elle ne veut pas spécialement que Didi aille en prison, elle veut réparation, elle veut de l'argent, elle veut se protéger de l'avenir en fait, de manière financière, pardon, surtout qu'elle a déjà des enfants d'une part, surtout de l'autre côté parce que son mari n'a pas d'argent, et enfin, elle veut aussi capitaliser sur toutes les années qu'elle a données, entre guillemets, gratuitement à Didi. Parce qu'au final, qu'est-ce qui s'est passé? Elle n'a pas eu le succès escompté, elle n'a pas spécialement eu de mariage, d'argent. Toutes les choses qu'elle a eues sont éphémères, en fait. Et aujourd'hui, à l'heure où je parle, n'ont plus de valeur. Je doute fort qu'il lui ait acheté une villa, une grande propriété. C'est un homme qui est très calculateur. Donc je crois que cette démarche de Cassie, elle est purement cupide. Elle n'est pas, on va dire, dans le but, n'a pas été faite dans le but de chercher la vérité, de chercher à avoir son bourreau payé. Elle a été faite dans le sens où elle veut capitaliser sur sa relation passée. Elle veut avoir de l'argent, elle veut un dédommagement pour les années qu'elle a perdues avec Didi. Du moins, c'est mon avis. Le timing ici est également très important. On est après l'affaire MeToo, on est après tous les scandales qu'il y a eu à Hollywood, et surtout, on est dans une ère où la parole de la femme est crédible. Elle est audible. On va l'écouter, on va lui donner du crédit.
on va la croire. Et ça, c'est une bonne chose pour les vraies victimes de ce genre d'abus. Et surtout, bah, Cassie, elle a eu une sorte d'évolution. Aujourd'hui, elle est mariée, elle est posée, elle a des enfants, donc elle va avoir cette image de mère de famille. Et Cassie, ce n'est pas non plus une femme qui est ratchet, ne twerk pas partout. Elle n'a pas, on va dire, une sale image. Elle a gagné au contraire un capital sympathie énorme de par son mariage. Et donc, son image publique est lisse. En plus de ça, elle a un grand capital esthétique, elle est très jolie et malheureusement, dans ce monde, on a toujours tendance à croire les personnes jolies, avec notamment bah, l'effet de halo. Donc, elle a toutes les cartes en main pour pouvoir se constituer un contre-pouvoir par rapport au pouvoir justement de Didi. Et le moment est parfaitement bien choisi. Encore une fois, je le répète, elle a justement cette posture de femme mariée, donc équilibrée dans son foyer, stable avec des enfants. Elle a un grand capital sympathie, elle a une image plutôt lisse et les gens ont envie de la croire, les gens ont envie de la défendre. Elle est belle, elle a presque l'air fragile en fait. Et on a envie justement de donner ce rôle de grand méchant loup à Didi. Parce qu'effectivement, Didi n'est pas quelqu'un qui est tout blanc, bien au contraire. Didi, en tout cas aux États-Unis, tout le monde sait qu'il a des casseroles. Pour moi, c'est une sorte de R. Kelly 2. C'est juste que personne n'a encore commencé à véritablement, on va dire, euh, exposer ses cadavres, mais ça va peut-être pas tarder, à mon avis. Et Didi, il le comprend. Et il sait très bien qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, avec les médias, l'image est importante. Et il sait qu'il ne pourra pas gagner justement cette guerre d'image. C'est la raison pour laquelle ils ont signé un accord. C'est la raison pour laquelle il a accepté de lui donner de l'argent en échange de son silence. Parce que Didi aujourd'hui a trop à perdre. Si par exemple la plainte de Cassie est vraiment portée devant le public, etc., et prend de l'ampleur, ça peut être une sorte de boîte de Pandore justement pour Didi, et donc derrière des affaires puissent s'enchaîner comme ça, un peu comme pour R. Kelly finalement. Donc Didi, c'est quelqu'un qui voit loin, c'est un visionnaire, et il préfère couper le mal à la racine. Ils ont donc trouvé un accord, l'affaire est réglée. Pour toucher deux mots sur le choix amoureux de Cassie, selon moi, elle est pleinement en situation d'hypogamie. Elle aurait pu jouer justement sur la petite notoriété dont elle disposait et dont elle dispose toujours aujourd'hui pour trouver largement mieux. Là, elle est en couple avec un homme qui n'a pas d'argent, elle est en situation d'hypogamie et elle se trouve obligée, du coup, bah, on va dire, de remuer un peu son passé, de se remballer toutes les casseroles qu'elle a eues dans le passé pour pouvoir justement s'assurer un avenir financier. Et là, ça va être très compliqué pour elle parce que je pense qu'elle sera bien blacklistée par toute l'industrie musicale, l'industrie un peu Hollywood, etc. Anyway, I wish her the best, of course. Nous arrivons ainsi à la fin de cette vidéo. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Je vous demande, si ce n'est pas déjà fait, de vous abonner à la chaîne, liker, commenter et partager la vidéo. On se dit à très bientôt.